Bonsoir à tous, bienvenue chez Europa Nova. Alors, le Code européen des affaires. C'est intéressant parce que souvent dans les discussions avec des gens non spécialement juristes ou non spécialement intéressés à la construction européenne, on va souvent me répondre « Ah tiens, ça n'existe pas ». Eh bien non, un Code européen des affaires, ça n'existe pas. Ce qui est paradoxal quand on sait comment est-ce que c'est créé notre Union européenne, c'est sur la base d'un marché unique. Et dans ce type de dialogue, vous allez retrouver spécifiquement toute l'ambition d'Europa Nova. C'est-à-dire que notre think tank, de par ses événements, de par ses études, de par ses travaux, participe à une meilleure compréhension de la construction européenne. Aujourd'hui, en particulier, notre marché unique, ses principes, ses valeurs, ses manques. Et avec nous d'abord notre premier partenaire qui est la Fondation Naumann pour la liberté. Je vais donc passer la parole quelques minutes à Jeannette Süss, notre partenaire allemand sur ce programme. Bonsoir Jeannette. Bonsoir. Donc, bonsoir depuis Bruxelles et bienvenue de ma part également. Je m'appelle Jeannette, je suis chargée d'affaires européennes et franco-allemandes au sein de la Friedrich Naumann Stiftung pour la liberté, comme tu l'as déjà très bien dit, Élise. En fait, alors, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes une fondation qui est une fondation politique à but non lucratif et nous nous battons en fait pour les libertés individuelles, sociétales et économiques. C'est pour cela que je suis tout à fait ravie de pouvoir participer avec notre partenaire Europa Nova et travailler ensemble en fait sur un des sujets précurseurs qui vont faire avancer l'Europe, c'est-à-dire faire avancer une des libertés les plus fondamentales, donc le marché intérieur en fait. Et à mon avis, cette question est d'autant plus importante puisqu'au vu de la crise Covid à laquelle nous faisons tous face, il se pose la question de la compétitivité en Europe, qui est effectivement en danger. Donc, il se pose aussi la question à quel point, justement, un code européen des affaires peut remédier à ce problème et peut même augmenter la compétitivité européenne. Donc, je me souhaite tous une très belle soirée instructive et remercie vivement notre partenaire pour la réalisation de l'événement, puisque je peux moi-même ne pas être présente à cause de la crise. Mais je vous fais confiance et vous souhaite une très très belle soirée et bon courage par la suite. Merci. Merci beaucoup Jeannette, merci pour votre soutien et pour votre présence. Vous voyez que techniquement, nous arrivons à nous arranger avec nos intervenants à l'extérieur. Du coup, aujourd'hui, pour parler du marché unique, pour parler de notre marché en tant que tel, notre marché face aux autres, puisque notre marché unique, c'est un espace dans lequel vont se retrouver des acteurs économiques. Ces acteurs économiques font face à d'autres acteurs économiques au sein même du marché unique. Dans le monde entier, la crise pandémique nous a fait éclater en pleine face, si je peux me permettre, des problématiques qu'on avait un petit peu laissées sous le tapis, si je peux me permettre de l'expliquer ainsi. Donc plus que jamais, maintenant, il convient de revenir sur ce qu'il manque dans notre marché unique pour effectivement en faire quelque chose qui tienne la route d'un point de vue concurrentiel. Avec nous ce soir pour en parler, Philippe Dupichot, président de l'association Henri Capitan, Anne-Charlotte Gros, directrice générale de la Fondation pour le droit continental, Timothée Kiefer, administrateur de l'Association française des juristes d'entreprise, et Julien Fouché, qui sera en ligne bientôt, avocat et président de l'Association pour l'édification du droit en Europe. Philippe, d'abord, s'il te plaît, quel diagnostic aujourd'hui? Alors, il y a un diagnostic qu'on pouvait faire avant la crise, après la crise. Est-ce que ça a vraiment changé? Où en est-on de l'état du droit actuellement sur le marché unique? Est-ce que vraiment, dans l'Union européenne, nous sommes armés pour faire face à cette concurrence mondiale qui s'avère quand même sacrément agressive?
Alors, merci beaucoup, Élise. Donc, je suis Élise Pichot et je me réjouis de voir une assemblée assez nombreuse, si ce n'est physiquement, du moins à la faveur de l'Internet, pour discuter un soir d'Europe. Alors, il y a plusieurs questions dans la question que tu as bien voulu me poser, Élise. Il est difficile de mesurer, je pense, l'impact de la crise sanitaire dans laquelle, malheureusement, on se trouve encore, comme en témoignent nos masques et la distance sociale qui est instituée ce soir, à juste titre, sur la construction européenne. Ce que peut peut-être dire, c'est que le diagnostic avec l'association Henri Capitan, que j'ai le plaisir de présider, la Fondation pour le droit continental, avec laquelle nous avons entrepris cette aventure à l'origine, le diagnostic que nous avons pu effectuer, je crois qu'il est encore plus pertinent en temps de crise sanitaire qu'il ne l'était avant, et je crois que la crise sanitaire ne fait que renforcer l'urgence, me semble-t-il, d'avancer vers un code européen des affaires. Mais alors, le diagnostic que nous avons porté, c'est le suivant. Alors, le diagnostic, chacun a remarqué qu'on est dans le vocabulaire médical. Ça suppose qu'il y a une maladie quelque part, et cette maladie pourrait tenir à une insuffisance ou à une incomplétude de la législation européenne, qui pourrait, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, placer cette législation européenne en situation de compétition économique défavorable par rapport à d'autres grandes puissances. Alors, pour faire un tel diagnostic, à l'association Henri Capitan, nous avions, il y a déjà 5 ans, constitué un groupe de travail de 14 contributeurs qui ont élaboré un inventaire qui, curieusement, n'avait pas été établi vraiment auparavant, sur l'étendue de l'acquis communautaire dans une douzaine de matières. Droit du marché, droit du commerce électronique, propriété intellectuelle, matières, elles, assez intégrées déjà, d'autres matières qui étaient moins, droit des sociétés, droit des procédures collectives, droit des opérations bancaires, droit des sûretés, droit des voies d'exécution, et j'en passe, droit des assurances, droit fiscal, droit social. Et assez rapidement, malheureusement, il est apparu aux contributeurs que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, et que tu rappelais en introduction, c'est qu'il n'y a pas de droit de l'Union européenne proprement commercial et structuré. On a des domaines dans lesquels on a une vraie construction, des vrais acquis, on a des domaines dans lesquels on peut s'étonner que ces acquis n'existent pas suffisamment. Donc ça, c'est un peu le thermomètre. Ce thermomètre, c'était un inventaire qui a été publié en 3 langues, qui est paru en 2016, qui a été préfacé par Valéry Giscard d'Estaing, qui a été très sensible à la démarche et qui a permis de poser ce diagnostic. Alors ce diagnostic, il est double. Il est juridique, me semble-t-il, et il est politique. Et Anne-Charlotte Gros envisagera tout à l'heure plutôt les dimensions économiques. Sur le diagnostic juridique, ce que l'on peut dire, c'est que la construction communautaire, en la forme, présente 2 travers. Le premier travers, c'est son inaccessibilité. On a été malheureusement assez stupéfait, il faut le dire, en s'interrogeant sur la démarche d'un entrepreneur qui souhaite se renseigner sur le droit de l'Union, de constater, on le pressentait, que la consultation du site Euralex n'est pas nécessairement extraordinairement friendly pour connaître la teneur de la loi européenne applicable dans le champ commercial. Donc il y a une relative inaccessibilité de ce droit et plus encore une réelle, et c'est le second travers je crois, inintelligibilité. Lorsque ce droit existe, il est parfois morcelé et il est présenté d'une façon qui n'est pas toujours ordonnée, me semble-t-il, et donc qui en rend la connaissance et qui en rend surtout la compréhension difficile. Le législateur européen présente, je crois, en 32 domaines d'action l'acquis communautaire, des domaines d'action. Et un de ces domaines d'action, parmi d'autres, c'est l'entrée entreprise. Et si on clique sur l'entrée entreprise, qui est un domaine d'action, ce n'est pas un terme très juridique, ça va renvoyer à d'autres domaines d'action comme marché intérieur, concurrence, douane, taxes. Autant dire que l'entrepreneur qui cherche l'entreprise et le droit commercial sur le site de l'Union va être un peu désemparé. Et donc, notre sentiment, c'est que le droit de l'Union, malheureusement, manque un peu au plan légistique, donc au plan du droit, d'une structure. Il y a guère de début, de milieu et de fin. Il n'y a pas vraiment d'abscisse et d'ordonnée, et ça manque, je crois, fondamentalement d'un plan qui permet de se repérer, puisque
on critique souvent le plan à la française et ses travers. Le plan, en tout cas, a au moins un avantage. On a tous des smartphones, ce qui permet en principe de se repérer, de donner une direction et ne pas se perdre. Et on a l'impression parfois de s'y perdre un peu. Alors, ça, c'est le premier je crois, travers, qui est le travers formel. Et puis, un travers qui est un peu plus ennuyeux, qui est un travers, je crois, de fond, c'est que la construction, comme on l'a laissé pressentir, elle est tantôt extrêmement développée, tantôt pas du tout. Et à raison de la répartition, évidemment, des compétences entre l'Union et les États depuis le début, on a des domaines comme, évidemment, la fiscalité, où la règle de l'unanimité fait qu'on n'a probablement pas suffisamment avancé dans l'harmonisation fiscale. Et puis, on a des domaines à l'inverse, comme la plupart des domaines qui sont la compétence du marché intérieur, dans lequel la compétence partagée et les principes de subsidiarité ou de proportionnalité ont rendu l'harmonisation pour le législateur européen difficile, puisqu'en principe, il ne doit intervenir que subsidiairement et de façon proportionnelle. Et donc, on a des champs entiers du droit des affaires, je pense au droit des opérations bancaires, par exemple, le droit des contrats européens, la société privée européenne, le droit de l'exécution, le droit des procédures collectives, qui est en passe d'être davantage harmonisé, mais qui ont été un peu laissés sur le bord du chemin. Et donc ça, je crois que dans le diagnostic, au plan juridique, c'est quelque chose de gênant. Alors, au plan du diagnostic qu'on pourrait qualifier de politique, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que le sujet de la législation européenne n'est pas qu'un sujet juridique pour les juristes, ce n'est pas du tout qu'un sujet légistique. Alors, il y a évidemment un objectif, c'est de rendre le droit de l'Union accessible à tous, qu'on y revoit un vecteur de liberté, un vecteur de sécurité, certainement. Mais je crois qu'il y a une ambition qui est importante, c'est peut-être que le législateur de l'Union s'intéresse davantage à la figure de l'entrepreneur et de l'entreprise qu'il ne le faisait par le passé. Et dans le cadre de notre diagnostic, je dois dire qu'on a été assez frappé par le fait que la législation européenne se concentre surtout sur deux grands pôles. D'un côté, le banquier, l'établissement de crédit, l'entreprise d'assurance, le PSI, le prestataire de services d'investissement, grosso modo le droit des marchés financiers, on serait tenté de dire de celui qui est économiquement puissant, et de l'autre côté, en bout de chaîne, du consommateur. Il s'agit évidemment de protéger le pas des marchés. Entre ces deux pôles, l'entrepreneur, la TPE, la PME fait un peu figure d'absent, et généralement, quand l'Union européenne revient sur des directives et essaye parfois d'améliorer légitimement son travail, elle le fait toujours autour de ces deux pôles, et il y a, je crois, un champ qui est laissé un peu vide. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il est politiquement important, à une époque où l'Europe est en proie au doute, d'essayer de lui redonner du sens. Et je pense qu'un code européen qui est vecteur de liberté, c'est une façon de redonner du sens et du souffle à l'Union. Et puis, ça, c'est pour l'aspect interne. Et à l'extérieur, on parle beaucoup en ce moment des valeurs de l'Europe. On est dans un monde en crise. L'Europe est en proie au doute. Le Brexit, parfois montée des totalitarismes, des pandémies, des crises, inquiétudes face aux GAFA, etc. Réveil de grandes puissances, guerre froide latente. Est-ce qu'il ne faudrait pas considérer que si l'Europe veut être une région et un modèle de civilisation, il ne faudrait pas qu'elle puisse assortir, comme l'ont fait d'autres pays, son droit des affaires d'un code qui le rend lisible à l'égard de tous. Et je terminerai sur le diagnostic en observant que de grands pays de tradition non continentale comme les États-Unis, évidemment, se sont dotés peu ou prou d'un code, Uniform Commercial Code, qui date de 1949-1950, parce que ça a paru utile pour les échanges, et que plus près et dans le temps de nous, et géographiquement à certains égards, l'aventure de l'OHADA, depuis 1993, démontre qu'il est utile, par des actes uniformes qui finalement font un code, qui est un peu le code OHADA, d'essayer de montrer aux entreprises un petit peu quelle est la règle du jeu à laquelle elles peuvent être, à laquelle elles seront jugées et en fonction de laquelle elles peuvent construire leurs échanges. Très bien, merci beaucoup Philippe. C'est vrai qu'en cette période de recherche de sécurité sanitaire, la sécurité juridique a tout autant sa place, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde entier. Anne-Charlotte Gros, c'est exactement le propre même du travail de la Fondation pour le droit continental. Si tu veux bien nous expliquer les actions de la Fondation
ce diagnostic aussi plutôt économique, c'est-à-dire on a notre acteur UE face à l'acteur américain, l'acteur chinois, pourtant lui aussi se dirige vers la codification. Alors, merci Élise. Pour répondre à ta question, la pandémie a complètement actualisé et renforcé notre besoin de code européen des affaires. Depuis la pandémie, on parle d'un mot qui revient très souvent dans les discours de nos dirigeants, la souveraineté. Aujourd'hui, il faut que l'Europe affirme sa souveraineté économique et donc il faut qu'elle se dote d'outils juridiques. Et notre travail à la Fondation, c'est de profiter justement du départ des Anglais pour se dire, comme disait Philippe, que nous sommes 24 pays qui avons choisi le même système juridique et que nous avons donc une voie qui s'ouvre aujourd'hui avec la nouvelle Commission européenne, la nouvelle présidence allemande, pour justement se poser des questions de savoir aujourd'hui comment faire pour que l'Europe se renforce d'un point de vue juridique, se renforce d'un point de vue institutionnel et se renforce d'un point de vue économique. Alors, donc à la Fondation, on travaille bien évidemment sur ce sujet innovant. L'idée étant que l'Europe doit être une zone attractive à l'image de l'OADA. Comment rendre attractive notre Europe? Comment la construire et la renforcer au plan économique? Alors, comme tu disais, Élise, aujourd'hui, on a affaire à une guerre commerciale, une guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Et l'Europe doit prendre sa place dans cette guerre. Donc, il y a d'autres idées qui pourraient être débattues aujourd'hui. Mais bien évidemment, il faut qu'elle apprenne à riposter, à être forte face à cette guerre économique, à renforcer, comme je le disais tout à l'heure, sa souveraineté et à faciliter l'émergence de géants économiques. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est plus de 500 millions de consommateurs, c'est 18% de la production économique. Et donc, il faut capitaliser sur cette force actuellement. Alors, j'ai un chiffre, c'est le nombre de licornes. En Europe, il y en a 30 fin 2019, alors qu'il y en a 162 aux États-Unis et 91 en Chine. Donc, on voit quand même que malgré notre force numérique et le nombre de consommateurs, nous sommes encore à la traîne au plan économique. Et nous avons eu la chance d'avoir la députée Valérie Gomez-Bassac qui s'est penchée sur le projet de notre Code européen des affaires, parce que lorsqu'on veut parler à la Commission européenne, on peut parler droit, mais il faut aussi parler économie et voir l'impact que ça a sur la croissance économique. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre. Et c'est vrai que le droit et l'économie sont deux disciplines qui ne dialoguent pas suffisamment et que à la Fondation, on essaye de faire dialoguer, de créer des ponts, parce que le droit, il n'y a pas de droit sans économie, il n'y a pas d'économie sans droit. Donc, il y a deux économies que Mme Gomez-Bassac a interrogées dans son rapport. Et il y a deux idées phares, en fait, qui sont issues de ce rapport au plan économique. C'est qu'en gros, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'échanges commerciaux. On pourrait imaginer qu'il y en a, mais en fait, ce n'est pas suffisant et que si on amplifiait les échanges commerciaux au sein de l'Union européenne, il y aurait une hausse de 14 points pour l'emploi. Donc, il y a quand même une croissance économique à la clé qui est importante. Et une autre idée, c'est que nos startups, on a beaucoup de startups en Europe, mais elles ont du mal à devenir des licornes et elles ont du mal à se développer aussi bien que les startups américaines. Il y a un chiffre aussi qui est important. S'il y a un nombre similaire de startups aux États-Unis et en Europe, on peut considérer que 10 ans après leur date de création, il y a 2 fois plus d'employés dans les startups américaines. Alors, nos économistes que je vais citer, donc le professeur Bruno Defins et Vincent Ossillou, se sont penchés sur comment ça se fait, pourquoi ce morcellement finalement des startups qui sont nombreuses au départ et moins nombreuses à leur phase de développement.
Et on s'est aperçu qu'en fait, les fonds d'investissement en Europe, du fait du marché morcelé et de l'absence d'harmonisation du droit, n'avaient pas les mêmes puissances monétaires et financières que leurs homologues américains. Parce que, comme le disait Philippe, il y a un code de commerce qui existe depuis des années aux États-Unis et qui fait que le marché d'investissement est beaucoup plus développé puisque le marché est uni et il n'est pas morcelé. Ce qui fait que les États-Unis offrent un territoire beaucoup plus intéressant que l'Europe. Et du coup, il y a aussi un chiffre qui est assez parlant, c'est que 16% de nos startups s'installent aux États-Unis parce qu'ils viennent chercher des fonds qui n'ont pas forcément en Europe. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter et sur lequel on doit vraiment réfléchir et proposer des solutions. Et puis par ailleurs, une fois que nos startups elles sont aux États-Unis ou qu'il y a des startups américaines qui veulent s'installer en Europe, ben, elles ont beaucoup plus de fonds que nos startups européennes. Et donc, quand elles s'installent en Europe, je donnerai l'exemple de Captain, par exemple, qui a la capacité financière de s'installer dans 3 États membres, ce qui est déjà bien, alors que Uber a un budget pour s'installer massivement dans la plupart des États membres. Blablacar, par exemple, a mis 12 ans à s'installer dans 16 États membres. Blablacar, qui est une de nos licornes françaises, d'ailleurs, son président disait qu'il fallait absolument passer d'une logique de start-up nation à une ambition de scale-up continent. Donc, il faut vraiment qu'on passe tous à la valeur supérieure. Et une des solutions, c'est vraiment d'harmoniser le droit des affaires pour que l'investissement, les fonds d'investissement puissent avoir toute la capacité financière de financer nos startups. Voilà, donc le diagnostic qu'il y a au plan économique sur la situation de nos startups. Merci Anne-Charlotte. Avant de passer la parole aux acteurs du quotidien de cette concurrence de nos entreprises entre elles et face à l'extérieur, est-ce que Timothée Kiefer de l'Association française des juristes d'entreprise, est-ce que c'est un diagnostic qui est partagé? Est-ce que vraiment nos entreprises françaises, et un peu plus puisque vous avez bien sûr l'expérience de vos partenariats et de vos commerces en fait avec d'autres entreprises européennes et internationales, c'est un diagnostic qui est partagé? Et est-ce qu'on peut faire une distinction entre les grandes entreprises, celles qu'on peut déjà qualifier comme champions européens, les petites entreprises et moyennes entreprises dont parlait Philippe tout à l'heure, ou est-ce que vous avez plutôt une logique d'ensemble dans ce diagnostic? Merci d'abord d'avoir invité la FJE pour ce débat d'Européens, d'europhiles, j'ai envie de te dire. Moi, je pense qu'on est comme tous avant tout europhiles, sinon on ne travaillerait pas sur ce sujet. La FJE, Association française des juristes d'entreprise, est constituée tout à la fois de grandes et petites entreprises, en tout cas de juristes de petites et grandes entreprises. Donc on a une vision effectivement assez globale. Et notre action, je dirais de manière générale, bien au-delà de cette problématique de code européen des affaires, est clairement pan-européenne. D'ailleurs, on a bâti un partenariat avec une association qui est équivalente à la nôtre, qui s'appelle ici ELEC, qui est à l'échelle européenne. Et on entretient un dialogue comme ça continu avec nos homologues juristes à travers l'Europe. On est donc très europhile en tant qu'association. Et clairement, je le dirais immédiatement, on appelle de nos voeux la création d'un droit pan-européen qui soit harmonieux, lisible, structuré. Simplement parce que ça va aider les entreprises. Voilà, on l'a déjà beaucoup dit, mais moi, je trouve que ça résonne comme une évidence. Adopter une grammaire commune, ça permet simplement de faciliter les échanges, c'est comme d'adopter une langue commune. Et je vous disais tout à l'heure en aparté, pour moi, le paradoxe de l'Union européenne, c'est d'être construit justement par et pour les entreprises et d'avoir simplement omis que pour travailler entre entreprises, encore fallait-il avoir comme ça une grammaire commune. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un droit européen, évidemment, il s'est bâti plein de choses depuis ces 30 ou 40 ans de construction européenne, heureusement. Mais là, il est peut-être temps, effectivement, d'en faire un inventaire, d'en faire une synthèse, de mesurer au passage qu'on a acquis de points communs, et ils sont nombreux, et on peut s'en réjouir. Et aujourd'hui,
de ramasser un petit peu tout ça, ce qu'on appelle l'acquis communautaire, cet acquis communautaire que vous rappeliez, et de structurer. Ça, c'est un point très important, je pense. Alors, on a contribué au rapport de Valérie Gomez-Brassac, hein, qui était je pense, très, très important et qu'il faut peut-être un petit peu se réapproprier. Ce rapport, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et essayer d'entretenir une discussion avec les forces politiques autour de ce rapport, qui, paradoxalement, sont pas... c'est un constat, et on le regrette, pas encore suffisamment embarqué sur cette idée de cette nécessité de construire comme ça, de poursuivre la construction du droit européen, de structurer. Ça, c'est très regrettable à mon avis. Alors, on a essayé d'apporter notre petite touche, notre petite pierre à l'édifice. Donc, on a fait un petit sondage auprès de nos juristes afin de savoir exactement ce qu'ils en pensaient. Et on s'est rendu compte que pour nos adhérents, bâtir un code européen des affaires, j'enfonce peut-être une porte ouverte, hein, mais je pense que c'est important de le dire, ça a un double intérêt. Le premier, c'est déjà, et ce serait déjà pas mal, de structurer et de mettre plus facilement à disposition le droit européen tel qu'il existe, parce que c'est vrai, les instruments qu'on nous donne aujourd'hui sont quand même extrêmement complexes, même pour nous juristes. Retrouver un texte, c'est quand même un peu la croix à la bannière, le comprendre, c'est un peu la croix à la bannière, même s'ils font beaucoup d'efforts, c'est pas évident. J'ai envie de dire, parfois, on rêverait presque d'un Légifrance, il faut rappeler ça un Légi-Europe, voilà, ce serait un peu ça, hein, le point final de l'exercice. Mais on sent bien que ce n'est pas simplement un effort de structuration, et je pense que dans le discours, il faut immédiatement le dire, parce que sinon, ça apparaît presque un peu comme une lubie de juristes qui ont juste envie d'un peu de faire du classement et puis de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Non, c'est pas ça. Derrière ça, c'est quand même aussi l'idée de poursuivre l'effort d'harmonisation du droit européen. Il y a eu plein de choses, plein d'avancées, plein de choses qui ont été gagnées. Il y a eu des échecs aussi, mais il faut poursuivre cet effort-là. Et encore une fois, aujourd'hui, on fait la synthèse. Moi, à titre personnel, en tant que juriste, je me souviens de mes tout débuts de carrière, le premier sujet sur lequel j'ai travaillé, c'était le blanchiment de capitaux. Donc, on parlait du droit bancaire. C'est vrai que le droit bancaire a été très en avance sur l'harmonisation européenne, sur la nécessité de construire des règles communes, parce que les échanges sont très nombreux. Donc là, on voit bien, sur juste un pan de l'économie, on voit bien les efforts qui ont été faits. Quand vous travaillez sur la question du blanchiment de capitaux, c'est très agréable, parce que quand vous êtes dans un grand groupe, justement, vous partagez la même grammaire commune. Vous pouvez parler avec un juriste anglais, italien, espagnol, vous parlez exactement le même langage. Les concepts sont les mêmes, les définitions sont les mêmes, les problématiques sont les mêmes. C'est très très simple dans les entreprises après de développer un programme de ce type. Alors, le blanchiment de capitaux, ce n'est pas le programme le plus excitant pour les entreprises, ce n'est pas le plus attractif, on est bien d'accord, mais mine de rien, d'abord c'est un exemple, et puis mine de rien, il contribue aussi, c'est un exemple pour dire que structurer comme ça le droit, c'est aussi un moyen d'exprimer avec force ce que sont aussi les standards européens. Ce que l'on souhaite, on dit beaucoup que les entreprises ont tendance à faire un peu de forum shopping et puis aller chercher la compétitivité sur un plan social, sur un plan environnemental, etc. C'est très bien, mais on ne peut pas se dire qu'on va construire une Europe sans construire, mais surtout affirmer des standards juridiques extrêmement forts, y compris sur des questions, je dirais, sociétales, comme le blanchiment, la corruption, plus largement, pour parler plus largement, la RSE. Alors avant de parler de ça, évidemment, nos juristes, ce qu'ils appellent, c'est des instruments très simples aussi, hein, des instruments très simples en termes de droit des sociétés, de financement évidemment, de contrats, et leur souhait, c'est vraiment simplement d'aider et de faciliter les échanges. C'est juste ça, je dirais, c'est juste ça. Après, et ça fera peut-être une transition pour l'invité suivant. Moi j'ai une question, j'étais avocat aussi, et je ne peux pas empêcher de penser que ce serait bien si effectivement si on avait ce code européen des affaires, mais encore faudra-t-il derrière aussi avoir une harmonisation au niveau de nos procédures judiciaires, parce que c'est l'autre face d'une même pièce, et la question de la sécurité juridique, elle se mesure à ça aussi, quoi. Les entreprises, elles vont sur un marché parce qu'elles connaissent le droit applicable, mais qu'elles comprennent aussi comment fonctionnent les juridictions. De ce point de vue-là, il y a encore aussi des disparités, hein, en Europe. Et il ne faudra pas oublier quand même ce volet-là dans l'européanisation du droit. Voilà. Sinon, je pense qu'on pourrait passer à côté peut-être du sujet.
Merci beaucoup Timothée. Excellente transition, Julien, merci. C'est quelque chose qu'on voit on lit dans le rapport de Valérie Gomez-Bassac. Hein. Ces entraves au développement économique au sein de notre marché unique, qui s'explique aussi par la peur du contentieux. Alors là, j'enchaîne Julien Fouché, parce que tu es un spécialiste du contentieux en tant qu'avocat. Donc on le voit bien, si même les juristes d'entreprise peuvent être refroidis, on imagine que les PME, c'est encore pire. C'est-à-dire combien de petites et moyennes entreprises s'empêchent d'exporter juste par peur du contentieux. Quelle est ton expérience de terrain à ce sujet et comment est-ce que se positionnent des avocats comme tu représentes aujourd'hui par rapport au fait que ce flou juridique n'est pas avantageux et surtout pas pour les avocats. C'est extrêmement important aujourd'hui d'entendre un représentant de la profession. Oui, bonsoir à tous. J'interviens aujourd'hui en tant que représentant de l'Association pour l'unification du droit des affaires en Europe, l'association AUDE, et aussi en tant qu'avocat. Évidemment, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Nous portons avec tous nos partenaires ce beau projet de Code européen des affaires parce que nous croyons que l'Union européenne est une terre propice au développement des affaires, un facteur, un moteur même de développement des échanges entre les sociétés européennes, mais pas que. Et je crois qu'il faut insister là-dessus. Ce projet aussi permettrait de développer les échanges entre les sociétés européennes et les sociétés indiennes, américaines, africaines et autres, créer davantage de coopération, de fusion. Aujourd'hui, clairement, c'est ce qui vient d'être dit, le droit de l'Union, de par les règles disparates en fonction des États membres, fait peur. C'est un frein plus qu'un moteur. Alors, évidemment, nous, en tant qu'avocats, nous souhaiterions, tant pour nous que pour nos clients, avoir une seule et même règle, cohérente, lisible, claire. Ça va de soi, plutôt que d'avoir 27 législations, 27 codes, ou 2-3 codes en fonction de la clientèle, si elle est allemande, espagnole. Enfin, un seul et même code, à l'instar de ce qui se fait pour la zone OHADA, serait évidemment beaucoup plus simple. Moi, je crois que ce code est vraiment un vecteur de simplicité, de lisibilité et d'attractivité. Alors, j'ai prévu quelques exemples. De par ma pratique locale d'avocat bordelais et parisien, pour vous montrer à quel point nous en avons besoin. Tout d'abord, besoin de simplicité. Il suffit de prendre un exemple dans lequel nous sommes sollicités par des collectivités publiques, que ce soit des collectivités allemandes, françaises. Le premier réflexe que l'on va avoir, c'est sommes-nous soumis aux règles de la mise en concurrence? Sommes-nous face à une procédure adaptée? Et là, nous regardons les directives, et puis, en fonction des États dans lesquels nous nous situons, nous regardons si l'État membre transpose bien la directive. Et on voit qu'en fonction des États, si vous êtes sollicité par une collectivité allemande ou française, les règles de mise en concurrence ne vont pas être les mêmes. Et puis d'année en année, les plafonds vont changer. Si je dépasse 20 000 € d'honoraires, je suis soumis aux règles de mise en concurrence en France, mais ça ne va pas forcément être le cas dans un autre État membre de l'Union européenne. Ces règles-là, heureusement, sont aujourd'hui clarifiées par la Cour de justice de l'Union européenne, qui indique que les prestations juridiques ne sont pas soumises aux règles de la mise en concurrence, qu'on est en dehors des règles posées par la directive de 2014, mais il serait tellement plus simple d'avoir un code. En 2 minutes, je feuillette ce code et je m'aperçois que je ne suis pas soumis à ces règles de mise en concurrence pour rassurer mon client et rassurer mon cabinet. Ce serait évidemment beaucoup plus simple que de passer par un long contentieux devant la Cour de justice de l'Union européenne pour se rassurer sur ce point. Je crois qu'à chaque fois que nous avons besoin de lisibilité et d'accessibilité, nous sommes obligés de compenser cela en passant par la case Cour de justice de l'Union européenne. Et c'est fort regrettable, c'est une perte de temps. Un autre exemple, un projet transfrontalier. Vous avez des sociétés françaises et allemandes qui vont avoir une activité économique tout à fait similaire, des intérêts communs, soit pour contester ce projet transfrontalier, soit pour le soutenir. Eh bien, malheureusement, ces sociétés vont avoir des statuts différents, ce qui pose des problèmes en termes de procédure,
ce qui a été dit tout à l'heure. Non seulement la procédure judiciaire administrative, ce double degré de juridiction ne se retrouve pas forcément dans tous les États membres de l'Union, mais en plus, nous avons des statuts différents et donc des intérêts pour agir différents, une démonstration du préjudice différent. C'est beaucoup plus simple, ce serait beaucoup plus simple pour les petites et moyennes entreprises que d'avoir ce code pour porter ou contester ce projet transfrontalier. Un autre exemple, c'est des sociétés, admettons, polonaises qui voudraient changer leur siège social et le transférer en France. Eh bien, ce transfert de siège social transfrontalier manque de lisibilité, là encore, et de simplicité. Pourquoi? Parce que le formalisme n'est pas le même selon l'État dans lequel est situé le siège social. Si c'est en Pologne, il va y avoir une obligation non seulement de radiation, mais de liquidation de la société. Ce qui ne va pas être forcément le cas en France. Alors là encore, on se dit, mais attendez, il y a une atteinte à la liberté d'établissement, je ne peux pas m'établir et installer librement mon entreprise simplement en France. Je frappe à la porte de la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de justice va sanctionner cette atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement. Mais c'est agaçant, pénible et une perte de temps que de passer systématiquement par la Cour de justice pour compenser point par point ce manque de lisibilité et d'unification. Il serait tellement plus simple d'avoir un seul et même code, là encore. Lisibilité, simplicité, aussi attractivité. Un exemple, parmi tant d'autres, mais j'ai pu contester par exemple un monopole d'un opérateur de jeux de hasard. Il s'avère qu'en matière de droit de la concurrence, on a ouvert à la concurrence les paris en ligne. Mais il demeure des monopoles de paris en dur. Pour ne pas citer par exemple en matière hippique, le PMU. Si vous allez dans un bar ou dans un hippodrome, vous n'aurez pas de concurrence. Il n'y a que le PMU qui fait un chiffre d'affaires grâce à son monopole de plus de 10 milliards d'euros. Eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de normes européennes en la matière, pourtant soumises aux règles de la concurrence, certes bien spécifiques parce que nous sommes dans un domaine très particulier, mais il n'y a pas de normes européennes, il n'y a qu'une jurisprudence de la Cour de justice qui fixe des critères comme quoi il faut, s'il y a un monopole, respecter la lutte contre la dépendance, la lutte contre le blanchiment d'argent. Eh bien, les conséquences, c'est que pour cet opérateur qui est sous monopole, il va évidemment en bénéficier, il va en profiter, et il n'y a plus à proprement parler de concurrence pure et parfaite, puisqu'il va écraser la concurrence, il n'y aura plus de pluralité d'acteurs, il y a une activité dominante, et ce qui fait que pour d'autres opérateurs, eh bien, on ne peut plus réellement parler de concurrence. Il n'y a plus réellement d'attractivité. Je crois qu'on a réellement besoin d'un marché européen unifié avec des règles communes et que chaque société puisse rivaliser à part égale et avec les mêmes règles juridiques. Alors, voilà quelques exemples qui montrent qu'on a vraiment besoin de réseaux européens, des autorités de la concurrence, de contrats de prêt européens, de sociétés européennes simplifiées, de marchés communs des hypothèques et bien d'autres exemples. Mais ce projet de code européen que nous soutenons aujourd'hui, en tant que praticien, à mon sens, est évidemment indispensable, mais ne peut pas se faire sans les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle l'initiative portée par la Fondation du droit continental de soumettre un questionnaire à de bon nombre d'entreprises est, à mon sens, indispensable pour recueillir l'avis de chacune de ces entreprises qui souffrent de ce manque d'harmonisation. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup à vous tous. Stéréo. Nous avons compris déjà avec ce premier round de pourquoi nous avons besoin d'un code européen des affaires. Ça me paraît assez évident. J'espère en tout cas que notre public est aussi convaincu que nous dans cette démonstration. Alors, on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas juste donner de bonnes leçons à tout le monde, il faut. Pour rester un petit peu dans cette terminologie médicale, Philippe, si on a posé un diagnostic, qu'est-ce qui se passe en laboratoire? Quelles sont les préconisations, puisque nos chercheurs travaillent sur cette question? Alors, c'est évidemment une entreprise qui est très ambitieuse. On pourrait penser que c'est une entreprise qui a toutes les raisons d'échouer,
puisque le travail est assez pharaonique. Timothée, vous rappeliez tout à l'heure que la construction européenne est quand même ancienne. Hein, on a fêté il y a quelques années les 60 ans du traité de Rome. On a une monnaie unique. On croit volontiers avoir un marché commun. Et en réalité, je crois que ce qu'il faut retenir de ce premier tour de table, c'est que contrairement à une idée reçue, on n'a pas vraiment de marché commun parce qu'on n'a pas des règles du jeu communes. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, s'il n'y a qu'une chose à retenir avec les étudiants, l'Assemblée qui est là et ceux qui nous écoutent, c'est qu'on est persuadé d'avoir un marché commun parce qu'on le dit, parce qu'on le proclame et parce qu'on a une monnaie commune pour 19 États, mais que de fait, on joue sur cette grande table de jeu avec des jetons qui sont identiques, mais avec des règles du jeu différentes de part et d'autre de la table. Et ça, c'est quand même vraiment un fil à la patte considérable pour l'économie européenne et pour les entreprises. On ne peut pas penser Europe, on ne peut pas penser de façon régionale, et on ne peut pas faire naître de grands champions, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Charles Gros, avec un esprit de ce type, puisque, encore une fois, l'entrepreneur qui se lance aujourd'hui, et c'est juste le dernier exemple que je voudrais prendre pour essayer de convaincre les derniers qui ne sont pas convaincus, est obligé de penser de façon nationale. L'entrepreneur qui se lance est obligé de choisir une société de son droit local, sauf à prendre une société européenne qui suppose 120 000 € qui est de taxe sociale. S'il veut louer des locaux, il est obligé de souscrire un bail commercial espagnol, français, allemand ou de droit français. S'il veut emprunter en B2B, il est obligé de souscrire un contrat de prêt a priori de droit français auprès de son établissement de crédit. Il y a très peu de crédits transfrontaliers et quand ils le sont, ils sont toujours de droit local. S'il souhaite assurer ses locaux, il n'y a pas de contrat d'assurance européen. Si jamais il souhaite donner des garanties de crédit à son banquier, il n'y a pas de sûreté européenne. Si jamais les choses se passent mal et que le banquier doit s'exécuter, il n'y a pas non plus véritablement de voie d'exécution européenne et pas non plus de faillite européenne. Donc en réalité, pour dire les choses simplement, l'entrepreneur, sa vie, de la naissance de l'entreprise à sa vie et au moment de tangage et de turbulences que l'on connaît malheureusement en ce moment, il vit sous l'empire d'un droit national et il ne pense pas Europe. Et donc, pour penser Europe, il faut absolument déjà s'inscrire dès le début dans une fibre européenne qui va faire qu'on va avoir tendance à commercer avec le... Alors, face à ce diagnostic, je crois qu'il y a deux attitudes. La première, c'est bon, don't act, on ne fait rien. On baisse les bras, on se dit c'est compliqué, c'est pharaonique, c'est pas possible. J'aime mon droit, j'aime mon code, j'aime la divergence de législation, je m'y suis accommodé et donc je ne fais rien. Bon. Parfois on l'entend. Parfois on l'entend. On a parfois des rencontres avec des personnes en responsabilité qui nous disent oui, bon, bah, très bien, la divergence des droits, démontrez-moi en quoi c'est un frein aux échanges. Et on est tenté de répondre, et ce que dit Anne-Charlotte Gros est tout à fait vrai, mais démontrer plutôt le contraire. Démontrer en quoi avoir des droits différents peut être profitable à l'économie. Je crois que c'est plutôt la preuve contraire qui devrait se faire. Alors, si on souhaite faire quelque chose, il faut avoir une initiative, comme on dit, bottom-up, c'est-à-dire l'initiative de la société civile. Et c'est ce que rappelait Julien Fouché. On est dans une initiative de la société civile. Ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas. Ce sont des hommes de bonne volonté. On pense à notre ami Paul Bézon. Ce sont des entreprises, ce sont des avocats, ce sont des notaires, ce sont des magistrats qui se disent, voilà, on doit pouvoir faire mieux. Et alors, pour faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous, on a essayé à l'Association Capitan, dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation qui a été instituée il y a 3 ans, en partenariat avec les professions juridiques, le Conseil supérieur du notariat, le CAUB, le barreau, beaucoup de professions juridiques et judiciaires, de proposer à terme une offre de code européen des affaires. C'est-à-dire qu'on essaye d'élaborer, mais on n'est pas législateur, donc on n'a pas la raison de l'autorité. On peut espérer avoir un peu l'autorité de la raison si on arrive à produire quelque chose, mais essayer de démontrer que d'abord c'est possible, qu'il est possible de rassembler l'existant et si possible de le moderniser et de le rénover, et surtout qu'il est possible de créer de nouveaux instruments, ces instruments qui manquent terriblement. Et on l'a compris, la société privée européenne de petite taille, qu'on appellerait société européenne simplifiée, elle manque cruellement. Je crois que c'est une priorité absolue. C'est la seule structure qui permettrait à un entrepreneur qui se lance de tout de suite se sentir européen et de tout de suite se dire si j'ai vocation à commercer et si mon entreprise se développe, eh bien, j'ai une société européenne simplifiée, elle est de droit européen et elle aura beaucoup plus vocation à essaimer. Alors, on a donc constitué des groupes de travail sur à peu près 13 thèmes, les thèmes sur lesquels on a fait l'inventaire, plus un thème de droit commercial général.
Donc, des thèmes sur lesquels vous avez compris, il y a beaucoup d'acquis communautaires déjà, le droit de la concurrence, la propriété intellectuelle, et des thèmes sur lesquels il y a moins de construction européenne. La façon dont les travaux sont organisés, c'est qu'il y a une direction en général franco-allemande pour chacun des groupes. Dans chaque groupe, il y a de 5 à 10 membres. Ce sont des groupes assez resserrés. Ce sont des groupes avec des universitaires, des avocats, des magistrats. Ce sont des groupes dans lesquels il y a toujours plus que 2 pays, puisque s'il y a une initiative et une impulsion franco-allemande, qu'on retrouve d'ailleurs au plan institutionnel, puisque il y a aujourd'hui une assemblée parlementaire franco-allemande avec 50 députés français, 50 députés allemands, qui s'est fixé pour mission d'ailleurs de fixer un code de droit des affaires franco-allemand. Ça, c'est acté depuis janvier 2020 et je crois que c'est un peu le sens de l'histoire. Nous voulons que ce ne soit pas que franco-allemand, nous voulons que ce soit européen. Et donc, l'idée est de proposer, peut-être d'ici 1 an ou 2 ans tout au plus, une espèce de texte martyr rassemblant en une 12 ou 13 livres de façon organisée et structurée, avec une épître dorsale qui fait défaut, Timothée Kiefer le rappelait, de façon ordonnée, avec un début, un milieu, une fin, un texte ordonné sur le droit de la concurrence, un texte ordonné sur le droit des opérations bancaires, un texte ordonné sur le droit des contrats d'assurance européens, etc. etc. Bon. Et ce travail, c'est un travail, on l'a dit, qui est un travail difficile. Je crois que c'est un travail important et c'est un travail, évidemment, qui devra donner lieu à des consultations, à des échanges, etc. Mais je pense qu'il y a un danger parmi d'autres dans ce travail, c'est le danger de refaire comme avant. Je m'explique. On sait très bien que, par exemple, beaucoup de gouvernements sont très intéressés par une provision de société européenne simplifiée. Et ils nous disent déjà, donnez-nous le texte. Ça nous intéresse. Mais nous, on est tenté de leur dire non. On ne prend pas juste un instrument dans une entreprise aussi ambitieuse qu'un code européen qui vise à remettre le droit au centre de l'Europe avec un projet qui est presque un projet un peu politique, de civilisation, un projet régional, sans prendre le reste, parce que sinon, on va refaire ce qu'on a fait par le passé, c'est-à-dire qu'on avance dans la construction européenne par étapes, point par point, sans vision d'ensemble. En se disant, ah, voilà, la priorité aujourd'hui, c'est le numérique, donc on va faire du numérique. Et puis demain, ça sera les fusions-acquisitions de ransomware. On va faire des fusions-acquisitions. L'idée, c'est d'essayer de faire avancer un peu tout ensemble, parce que c'est quand même un projet global. Et donc, c'est aussi la difficulté que l'on peut rencontrer. Et donc, on pourrait espérer d'ici 1 an ou 2 ans soumettre un code qui aura vocation à être bleu un jour, peut-être avec des étoiles de couleur, aux couleurs de l'Europe, rassemblant et réorganisant un petit peu ce qui existe déjà et permettant à l'entrepreneur de se repérer dans un dédale et de lui offrir les instruments qui lui font défaut. Pour montrer que c'est techniquement ou intellectuellement possible, de sorte que, après, évidemment, le législateur européen, c'est la Commission, avec les gouvernements nationaux, se disent, ben oui, il y a déjà un projet, ce projet existe, est-ce que véritablement on peut ignorer l'intérêt que cela représenterait pour l'Europe, les entreprises, que d'aller plus loin? Et je pense que si on réfléchit en européen, en étant europhile, mais sans être europhile BA, on doit se dire que ce serait nécessairement une bonne chose que d'ajouter la pièce qui manque au puzzle. On a la monnaie, on a l'économie, on a une intégration prudentielle remarquable, on a des constructions qui sont fameuses. Timothée Kiefer le rappelait, les directives anti-blanchiment, il y a eu un avant et un après. Le RGPD, ça a été une construction importante, c'est cité partout en exemple. Mais en réalité, si on réfléchit, il y a assez peu de domaines dans lesquels le droit européen est copié. Et un point que l'on oublie, c'est qu'un droit qui n'est pas copié, c'est un droit qui ne fait pas envie, et ça correspond généralement à un système ou à une région qui elle-même est peu source d'inspiration. Or, si l'Europe veut compter, si l'Europe veut être une puissance culturelle, intellectuelle, être porteuse de certaines valeurs de démocratie, c'est aussi important qu'elle soit en mesure d'aligner quelles sont les valeurs de ces échanges dans un code accessible à tous et qui facilite les échanges et qui est vecteur de croissance. Et donc le pari, c'est qu'en avançant avec des textes martyrs, en faisant une offre de code européen, parce qu'on est des juristes bénévoles de tout pays, et donc on fait ça parce qu'on y croit, eh bien on se dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, et que la Commission prenne ensuite, je crois, ses responsabilités, et elle se dise, voilà, peut-être qu'on peut faire différemment de ce qu'on a fait avant. Les Américains l'ont fait, nos amis africains l'ont fait, il y a déjà près de 30 ans, quoi, plus de 30 ans, 93, je pense qu'il faut aujourd'hui le faire également.
Merci Philippe. J'en profite pour parler de l'étude du professeur Matthias Lehmann de l'Université de Bonn, qui a donc publié un extrait de son étude beaucoup plus ample, académique, bien sûr. Matthias Lehmann, membre au groupe de travail donc, du laboratoire dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous renvoie vers cette publication puisque lui, évidemment, fait un focus sur cet aspect franco-allemand, dans cette idée qu'en montrant la voie de cette communauté d'intérêt, de cette nécessité de se rapprocher les uns les autres, non pas que dans le symbole, mais aussi dans la législation, de façon à encourager les autres à nous suivre, finalement, pour encore une meilleure promotion. La promotion à Charlotte, c'est quelque chose que tu connais bien avec la Fondation pour le droit continental, parce que c'est quand même beaucoup d'actions de promotion de la codification, et pas que du rayonnement français d'ailleurs, hein, ça va quand même beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. Philippe parlait du RGPD comme étant un bel exemple européen, mais parce qu'il y a eu la volonté politique d'unifier les règles et que, en plus, le RGPD a pu aussi donner une certaine souplesse sur certains sujets qui étaient trop nationaux et que aussi il y avait une extraterritorialité importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le RGPD est un modèle et on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec tout simplement le droit des affaires. Alors, je pense qu'effectivement, il y a les travaux scientifiques et il y a aussi quelle est notre démarche vis-à-vis des institutions européennes. Et d'abord, c'est de faire un audit de la situation. Donc déjà, je voudrais citer une enquête en 2019 donc, qui est européenne, qui avait déjà fait un premier questionnaire auprès des PME et qui disait que les principaux obstacles au développement étaient des obstacles juridiques. Donc 70% des PME interrogées parlaient des règles nationales différentes en matière de services. Toujours les mêmes 70% pensaient qu'il y avait un manque d'accès aux informations et 66% trouvaient qu'il y avait des pratiques contractuelles juridiques différentes. Donc le constat, on va dire, avec ce sondage, il est là. Mais comme on a parlé, l'a évoqué Julien tout à l'heure, il faut aller plus loin et mettre au cœur de notre questionnaire ce Code européen des affaires, les besoins des PME. J'ai beaucoup parlé des startups parce qu'en fait, c'est plus facile d'avoir des statistiques sur les startups parce qu'elles sont en innovation et qu'il y a quand même une politique française et européenne sur ce sujet-là. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier les entrepreneurs, les PME et bien sûr les grandes entreprises. Et c'est là où tout le monde se rejoint, c'est que ce soit il ne faut pas oublier les grandes entreprises parce qu'elles aussi ont intérêt à ce code européen des affaires et la présence effectivement des jurys d'entreprise en est la preuve ce soir. Donc cette étude économique, on va faire un questionnaire donc, auprès des professionnels du droit, auprès des groupements d'entreprises et auprès des PME elles-mêmes. Donc, on va faire des questionnaires un petit peu variables, plus ou moins simples. Et bien sûr, les professionnels du droit et les groupements d'entreprises seront davantage interrogés sur les besoins. Donc, c'est M. Bruno Defens, le professeur Bruno Defens, qui est en charge de cette étude. Alors, donc ça, c'est de faire un audit de la situation. Deuxièmement, s'inspirer, comme le disait Philippe, de l'exemple africain. Aujourd'hui, je trouve que c'est un très bon moyen de se dire que l'Afrique a innové avant nous, en 1993, donc regroupant dans 17 pays francophones de l'Afrique un droit des affaires harmonisé. Et en fait, on s'est penché sur les rapports qui ont été faits sur en quoi l'OHADA a été source de croissance économique. Et donc là, pareil, il y a un rapport qui a été fait par Ecopa Economisti et qui dit que, par exemple, le simple fait de la réforme de la SARL dans les 17 pays a permis de réaliser 7,8 millions de dollars, pardon, c'est un rapport en anglais, c'est dollars, aux entreprises. Donc déjà, on a le simple fait de faire une forme juridique, un enregistrement commun à 17 pays, tout
de suite, c'est réduction de coûts. Donc, c'est vrai que là, on a tout de suite l'avantage. Ensuite, en matière de sûreté, l'acte uniforme, lorsqu'il a été créé et révisé, cela a créé 3,82 milliards de dollars de crédit au secteur privé. Donc là encore, quand on harmonise le droit des sûretés, et ben, tout de suite, ça permet de relancer le crédit. Et mon dernier exemple est sur le Niger, qui est un exemple assez parlant, puisque le nombre d'enregistrements d'entreprises a été multiplié par 20 entre 2004 et 2014, donc en 10 ans. Donc c'est très parlant et je pense que même si ce n'est pas le même contexte, bien évidemment, la même construction et les mêmes paramètres, je pense qu'on peut vraiment s'inspirer et de voir en quoi et de quelle manière finalement la croissance économique est là grâce à l'OHADA. Et je pense que quand on va en Afrique et qu'on parle justement de notre projet, c'est vrai que ça vient vraiment en écho avec l'Afrique. Donc ça c'est important aussi, et je pense que l'Union européenne doit travailler avec l'Afrique là-dessus et doit s'inspirer de cette initiative. Alors bien sûr sur le code, pourquoi un code? Parce que le code c'est la meilleure façon d'accéder au droit et de s'informer de façon simple sur les règles de droit. Et puis, peut-être que c'est le moment, on disait tout à l'heure, que 24 pays sur 27 de droit continental, il y a beaucoup de codes dans tous les États membres. On ne peut pas faire un audit d'ailleurs du nombre de codes. Donc, l'Union européenne n'a pas l'habitude de codifier, mais c'est peut-être le moyen maintenant d'innover et de se dire pourquoi, justement, à l'heure où on veut affirmer notre souveraineté, légiférer comme tout le monde légifère dans les États membres. Et peut-être profiter de cette aubaine on est 24, et donc pourquoi ne pas utiliser nos outils juridiques, à savoir le code. Alors, on sait que l'Union européenne, il y a des juristes, mais il y a aussi beaucoup d'économistes, et donc il faut convaincre. Nous, notre objectif, c'est de convaincre les bienfaits du code, ce que fait aussi Mme Gomez-Lassac parfaitement dans son rapport. Et puis, il a été aussi évoqué par Timothée, le fait d'avoir une plateforme qui regroupe toutes les lois, que ce soit les lois nationales, le droit européen, pour que ça soit un outil facile et en plus politiquement, ça rapprocherait bien évidemment le citoyen de l'Union européenne. Et enfin, comme l'a dit Philippe, c'est une initiative de la société civile et c'est très important et nous tenons vraiment à ce que ça le reste dans le sens où nous voulons fédérer. On a déjà commencé véritablement avec toute cette union de think tanks, de fondations allemandes, françaises, de think tanks allemands, et on va bientôt s'ouvrir à d'autres pays. Donc toutes les professions du droit, les grosses fédérations d'entreprises qui s'intéressent vraiment à ce sujet. Donc c'est vraiment un projet de la société civile et c'est vrai que le fait d'arriver et d'aller voir les institutions européennes et de dire ça vient des entreprises, de leur volonté, je pense que ça c'est un argument assez important parce qu'on sait que la difficulté c'est bien sûr que chacun a son droit national et que pour les États c'est compliqué de lâcher prise sur leur souveraineté. Et donc voilà, donc c'est une initiative assez inédite et je suis contente qu'on puisse tous ensemble le porter ce soir. Merci à Charlotte. On cherche donc un outil, puisque l'accès au droit, techniquement, on l'a. N'importe qui peut aller sur la plateforme Eurlex, n'importe qui. Je me moque un peu de ceux qui me disent « mais tout le monde a accès au droit ». Non, il faut avoir fait un certain nombre d'études pour y avoir accès à ces textes et les comprendre et les adapter à la situation face à laquelle le professionnel ou le chef d'entreprise se retrouve. Donc non, ça ne s'appelle pas de l'accessibilité. Donc on cherche à imaginer un outil. On a compris un laboratoire qui va proposer, commence à compiler, proposer des textes martyrs avec une logique d'ensemble. Ça, on l'a bien compris. Mais dans ce contexte, évidemment, l'intervention des praticiens au quotidien de cette concurrence, du droit de la concurrence, est absolument capitale. Comment est-ce qu'on peut imaginer, Timothée, les juristes d'entreprise
les acteurs de l'entreprise au quotidien pour pouvoir penser cet outil. On sait les besoins qu'ils ont. Comment est-ce qu'on pourrait les impliquer pour élaborer cet outil, en fait, si vous avez déjà une idée de à quoi pourrait ressembler cet outil, en fait. Bien, d'abord, tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait entamé un sondage. On l'a juste entamé parce qu'avec la crise sanitaire, on n'a pas pu aller au bout de notre projet. Et c'est bien dommage parce qu'on commençait justement avec ITLA, l'association avec laquelle on est en partenariat, à aller sonder justement les juristes européens. Donc, c'est un sondage qu'on va poursuivre. Et ça va être vraiment intéressant d'avoir comme ça l'avis des juristes européens sur le sujet. Et c'est une plateforme qu'on pourra mettre à la disposition du projet. Mais on est ravis de toute façon de contribuer à ce projet d'une manière ou d'une autre et de travailler de manière très, très concrète sur ce sujet-là. On a un petit groupe de travail avec Vieux qui va aider à cette construction. Donc, on est à la disposition de l'association Henri Capitan, notamment, pour le faire. Après, il y a plusieurs choses que je voudrais dire en termes de méthode. D'abord, un élément hyper positif, c'est que je pense que le temps est venu. Le temps est venu, je pense qu'on est vraiment sur la bonne temporalité, sur le bon tempo. Peut-être peut-être à cause du Brexit ou grâce au Brexit, je pense que plus que jamais, on peut affirmer aujourd'hui que l'Europe est une zone économique de droit codifié, on va dire les choses comme ça, il faudra simplifier, en opposition aux zones de common law. Donc peut-être que cet héritage historique qui est le nôtre, s'il est temps aujourd'hui de l'affirmer, plus que jamais, avec le départ du Royaume-Uni. Je pense que c'est probablement le bon moment. Après, je pense qu'il faut se garder, parce que c'est souvent à travers des juristes, peut-être d'être trop ambitieux. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que le droit, il s'est construit pas à pas, et nos codes aussi, nos codes français, ils se construisent pas à pas, puis on voit, ils évoluent chaque année. D'ailleurs, ça fait les choux gras de Dalloz et Vitek. Donc, je pense qu'à l'échelle européenne, c'est pareil. Il faut se dire, peut-être, moi, je suis assez à l'aise de la petite des petits pas, et puis se dire, on va peut-être commencer à bâtir un code autour déjà de quelques évidences, de quelques principes forts, et puis ce sera certainement imparfait, mais année après année, il va venir se construire, et puis au moins, ça donnera l'envie. Au moins, on va lancer véritablement ce mouvement, et ce sera déjà un grand apport. Moi, il y a quelque chose qui me... c'est un peu la flagornerie, mais il y a quelque chose qui m'épate un peu, qui m'a toujours épaté. Alors, je repense encore une fois à la directive blanchiment, d'ailleurs versus RGPD, directive règlement. Franchement, en tant que juriste, la directive blanchiment, superbement bien écrite, parfaite, lisible, claire, impeccable. Transposée en droit français, une catastrophe. Une catastrophe. Et on a commencé à s'arracher les cheveux, à se faire plaisir, à payer d'ailleurs beaucoup d'honoraires d'avocat, uniquement à cause de la transposition. Il n'y aurait pas la transposition, les règles du jeu étaient extrêmement claires. Donc je trouve que c'est quand même un exemple assez éloquent pour dire que les États feraient bien, pour le coup, de lâcher un tout petit peu ce qu'ils considèrent comme étant une souveraineté, mais une souveraineté très mal placée. Je continue à fondre mon droit, un peu comme avant, je battais ma monnaie. C'est un peu pareil, là, il faut que les États comprennent que ça y est, on ne bat plus notre monnaie, et donc il faut être logique, maintenant on ne bat plus non plus notre droit, en tout cas pas le droit du business, pas le droit de l'entreprise. Entreprendre, c'est faire ensemble. C'est un peu le même schéma aujourd'hui, c'est la même construction. On a lâché la monnaie, il faut qu'on lâche notre droit maintenant, en tout cas au niveau des entreprises, et qu'on arrive on ne bat pas monnaie, on ne bat pas le droit, mais à construire le droit tous ensemble à l'échelle de l'Union européenne. Je pense que politiquement, c'est ça l'idée. Et du coup, à déplacer un petit peu à cette occasion, à déplacer un petit peu la question de la souveraineté, qui est aujourd'hui encore trop positionnée à l'échelle nationale, avec parfois des relents assez malsains, à une échelle européenne, ce qui aurait beaucoup plus d'ambition, ce qui serait beaucoup plus dans l'air du temps, et beaucoup plus utile à nos entreprises. Il faut voir que le code européen, je reviens sur la première partie, et il y a peut-être quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que c'est vrai qu'il y a l'aspect sécurité intra-européen, il y a aussi l'aspect attractivité de l'extérieur. Et ça, c'est important. Le HADA, l'énorme apport, à mon avis, c'est quand même que ça a favorisé des investissements en Afrique, parce que ça donne cette visibilité. Donc, si à l'échelle de l'Europe, on a envie de relancer notre économie, qui risque bien de vivre des heures sombres, là, il faut donner tous les gages possibles d'attractivité. Emmanuel Macron a beaucoup parlé de Paris comme une place du droit, de la nécessité de l'attractivité. Il faut juste transposer le discours à l'échelle européenne. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien d'un point de vue politique, si on veut s'emparer de ce sujet. Voilà. Et le dernier point, c'est un point d'attention. Je ne sais pas dans quelle mesure nos patrons,
parle en tant que juriste en entreprise, nos patrons ont vraiment bien compris ce qu'on était en train de faire. De ce point de vue-là, on a vraiment bien vu l'intérêt de ce qu'on était en train de faire. C'est probablement notre faute. Probablement, comme juriste d'entreprise, on est probablement en première ligne. C'est probablement à nous d'en parler davantage dans les entreprises, de leur expliquer davantage ce qu'on est en train de faire. D'autant plus que c'est vrai, on travaille pour beaucoup de PME, mais on travaille aussi pour beaucoup d'entreprises qui ont une activité tout à fait transfrontalière, donc qui sont tout à fait aptes à le comprendre, qui voient les bénéfices, comme j'ai dit, des grands textes européens. Donc ça ne devrait pas être compliqué, mais il faut les embarquer dans ce projet, parce que si on n'embarque pas, pour dire les choses simplement, le patronat dans cette construction-là, ça restera qu'un jeu de juriste. Et ce sera perçu comme ça. Et ça, ce serait terrible. Voilà. Oui, merci Timothée de ne pas s'enfermer dans le piège dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le droit est accessible. Oui, enfin, il est accessible à partir du moment où on a fait un certain nombre d'années d'études de droit et qu'on sait où est-ce qu'il faut aller le chercher et comment est-ce que on va l'appliquer. C'est aussi, j'en profite pour remercier les nombreux étudiants qui sont avec nous. C'est aussi notre action de sensibiliser les juristes de demain, les professionnels du droit de demain, ou des affaires publiques ou des affaires européennes à cette question-là, c'est-à-dire qu'on doit arriver sur le marché du travail avec cette question en tête, quelques solutions qui pourront s'approprier et donc utiliser le moment venu. Julien, même question que Timothée tout à l'heure. Comment on pourrait imaginer cet outil pour les autres, entre guillemets, professionnels du droit que sont les avocats en particulier? À quoi ressemblerait-il idéalement? Pour tous les professionnels du droit, un simple code serait une source évidemment de simplicité et lisibilité. Je crois que si nous n'avons pas de code européen des affaires, à mon sens, dans 200 ans, nous n'aurons toujours pas d'espace économique unifié et nous aurons pris alors un retard immense par rapport à l'Afrique, les États-Unis et la Chine. Ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, point par point avec des arrêts d'harmonisation de la Cour de justice que nous y arriverons. Ce n'est pas avec nos 700 directives qui, comme le disait tout à l'heure Timothée, parfois sont surtransposées, parfois mal transposées, parfois pas du tout transposées, que nous y arriverons. Donc cet instrument, pour tous les professionnels du droit, il est indispensable et j'espère qu'il va avoir le jour très rapidement. Tu peux nous rappeler rapidement le délai de contentieux à la CJUE entre le moment où le contentieux est porté devant un premier juge et le moment où il trouve une issue devant la CJUE? Tu peux nous donner un ordre d'idée du nombre d'années qui se passent? Alors déjà, pour obtenir une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne, il faut se lever très tôt. Surtout en France, le juge français est malheureusement quelque peu arrogant et croit tout savoir. Et je ne sais pas, je renvoie une question préjudicielle est très difficile pour lui. Nous avons des statistiques très mauvaises par rapport aux autres États de l'Union européenne. Et même devant les juridictions suprêmes, que ce soit Conseil d'État ou Cour de cassation, voire même le Conseil constitutionnel, qui, lorsqu'on lui pose des questions préjudicielles, commet des décisions de statuer. Donc, la France est souvent condamnée. Et lorsqu'on obtient une question préjudicielle, il faut attendre en moyenne, pour répondre à ta question, environ 1 an. Donc, en plus du contentieux national, vous rajoutez 1 an. Donc, on est loin d'une harmonisation de tout le droit des affaires avec ce type de procédure. On n'y arrivera pas et on a vraiment besoin de ce code. Voilà, donc on va répondre à chaque question ponctuelle avec un délai de 2 ans, à peu près. Ce qui fait que c'est pas vraiment très, très bien parti au moment où on se retrouve face à des concurrents un petit peu agressifs quand même, Julien. Tout à fait. Tout à fait. On en a vraiment besoin. Je crois que Dupichot parlait la dernière fois de travaux qui pourraient être rendus courant printemps 2021. Je ne sais pas si Philippe, on est toujours dans ces eaux-là. Oui, c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour proposer de premiers livres. C'est d'essayer été 2021, puisque vous imaginez que la pandémie ne favorise pas le travail des groupes.
puisqu'on avait des groupes qui étaient habitués à se réunir physiquement en France, en Allemagne, en Espagne, au Luxembourg, qui là sont tous passés sur Zoom. Mais sur Zoom, on peut bien travailler, on le démontre, on peut bien échanger, mais on ne peut pas non plus, je crois, faire totalement un code sur Zoom. Il reste que, voilà, on est toujours dans cet étiage et que j'ai bon espoir que pendant l'année 2021, on puisse commencer à diffuser et proposer à la consultation comme je le disais, des offres de code européen, des textes martyrs. Merci. Il nous reste 10 petites minutes. J'ai vu passer des questions en ligne, mais peut-être qu'il y en a d'abord dans le public, le temps que quelqu'un de l'équipe me donne les questions qui ont été posées en ligne. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans le public, s'il vous plaît? Oui. Bonsoir, je m'appelle David Achtlap. J'ai une petite casquette politique et une plus grande casquette praticien du droit. Sur le plan politique, je préside le groupe parisien du Parti libéral-démocrate allemand, du FDP allemand. Et sur le plan du praticien du droit, je suis de formation juriste de droit allemand, juriste de droit anglais, et j'ai un bon bagage de droit français. J'ai pratiqué le droit dans tous les 3 pays. Et je pense, nous sommes tous d'accord sur le constat, l'Union européenne est beaucoup trop amoncelée sur le plan juridique pour avoir un marché commun. Ça, c'est clair. Et nous sommes tous d'accord qu'il serait très souhaitable que ce soit un marché commun sur le plan du droit. Pourtant, non. Mais nous voyons tous que la construction européenne passe par la harmonisation dans des domaines limités et dans des petits pas. Ça ne nous plaît pas, mais je pense que ça a une raison. Il y a une forte raison. C'est extrêmement complexe, donc on a besoin de grands groupes composés des experts, des praticiens, des administrateurs. C'est la première chose. Deuxième chose, il y a des choix politiques à faire, surtout quand nous parlons de l'harmonisation du droit social. Ce n'est pas une question de technique de droit, c'est une question de politique. Et troisièmement, il y a des questions de fonctionnement de l'Union européenne, notamment la question quelles compétences a l'Union européenne. Et ce soir, il a été souvent dit, oui, ce qu'il faut faire, c'est cette côte des affaires européennes, et ça, c'est le chemin à prendre. Mais ce que je trouve que manque est la démonstration que le chemin qu'on a pris jusqu'à maintenant, pour une forte raison, n'est pas le bon chemin, et que ce chemin de faire le code des affaires européennes est le bon chemin. Et les soucis que j'ai, est-ce qu'on a d'expertise des experts dans l'Union européenne sur les questions de compétences de l'Union européenne, vite des questions politiques, et surtout, vu la complexité de la matière du droit de la mise en concurrence, droit des entreprises, droit des sûretés, et tout ça, et vu la complexité de la matière, est-ce un club assez limité des théoriciens de droit a-t-il vraiment la compétence et la puissance, le manpower pour faire tout ça dans un temps raisonnable sur lequel des experts de l'Union européenne et des groupes d'experts nationaux travaillent depuis des années? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avancée de notre construction européenne, alors ça, malheureusement, on ne peut pas en sortir. Et là, du coup, c'est la docteure en droit public qui parle. Parce qu'en fait, vous êtes en train de nous parler de droit public et d'évolution institutionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on détermine compétences exclusives, partagées ou exclusivement nationales, si vous voulez, ce sont des questions qu'on va retrouver formulées dans les traités. Comment est-ce qu'on arrive à adopter ces traités? C'est du droit public. Alors,
Évidemment, ce sujet-là, il est toujours en filigrane dans notre sujet. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de sensibiliser le grand public sur ces questions-là, parce qu'on rentre assez vite dans de la politique de comptoir. Excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus simple au moment de faire comprendre quel sens donner à notre construction européenne, ce que vous avez très très bien saisi. Il est beaucoup plus aisé pour nous d'expliquer pourquoi on envisage un code européen des affaires, pourquoi est-ce qu'il sera utile au plus grand nombre, et pourquoi est-ce que les praticiens du quotidien peuvent le dire. Parce que des praticiens du quotidien des traités de l'UE, effectivement, on n'est pas beaucoup. Et c'est pas très facile de sensibiliser les gens à la question parce que c'est déjà, du droit public, et deux, c'est une discipline particulière du droit public. Je regrette énormément que ce soit pas quelque chose de plus souvent discuté. Ça, moi, la première. Ce problème, c'est que là, du coup, par expérience, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile de sensibiliser à ces questions-là en parlant de choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec notre marché unique, d'où il sort notre marché unique, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on a décidé de reconnaître des compétences à une structure supranationale qui était la communauté économique européenne, pour aller un petit peu vite, et que les 3 communautés économiques sont devenues une Union européenne. Mais déjà, je commence juste là-dessus, c'est déjà soporifique. Donc, on ne le perd pas de vue, ce cheminement institutionnel. Mais alors, si la construction du code est lente, je vous assure que le temps du droit public, il est encore plus lent. Il est au moins aussi lent que celui de la construction des États. Il ne faut pas le perdre de vue. Il faut communiquer. S'il y a des gens comme vous qui se posaient ce genre de questions, c'est formidable, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé comment communiquer au niveau du grand public sur cette question-là. En fait. Je voudrais ajouter. Oui, non, si je peux rebondir sur ce que disait monsieur, votre question, elle est importante et elle est difficile. Nous avons la chance, à son Capitan, en tout cas, d'être des universitaires, des avocats, des notaires, des juristes d'entreprise, dont la volonté est juste de rêver à un meilleur droit continental pour demain et pour l'Europe. Donc, la liberté qu'on a, c'est la liberté de n'être point législateur et de pouvoir essayer de rêver haut et fort pour proposer une direction. Après, c'est au pouvoir politique de s'en saisir et d'affronter effectivement les difficultés institutionnelles. Coopération renforcée à plus de 9 États, par exemple. Traités bilatéraux, trilatéraux, par exemple. Évidemment, à titre personnel, et ceux qui travaillent sur le projet souhaiteraient que ce soit un projet qui soit repris à l'échelon européen, ce qui voudra dire à un moment donné que les 27 États membres se mettent ensemble pour peut-être retenir la nécessité d'un code par un addendum au traité. C'est évidemment rêver très fort, rêver très loin et rêver de façon très ambitieuse. Mais, encore une fois, il y a une telle urgence à le faire. Et ce serait tellement dommageable pour le rayonnement de l'Europe dans le monde de ne point le faire que j'ai à titre personnel la conviction que des hommes et des femmes de bonne volonté qui se trouvent à la Commission, au Conseil, etc., ne pourront pas ne pas voir cette urgence et s'engager dans cette direction. L'OHADA qui a été prise en exemple. L'OHADA qui a valu des points de croissance à l'Afrique. Ça a été un moteur, et le moteur, ça a été l'engagement des ministres des Finances des 17 États, et derrière des chefs d'État. Rien ne se serait fait sans l'engagement des ministres des Finances des différents États. Donc il a fallu, effectivement, que cette initiative de l'OHADA soit à un moment reprise directement par les États eux-mêmes, et c'est quelque chose que l'on peut espérer. Aujourd'hui, ça se fait. Je comprends que vous êtes allemand, et aujourd'hui, comme vous le savez, à la suite du traité d'Aix-la-Chapelle de 2019, on a cette assemblée franco-allemande qui s'est réunie à plusieurs reprises et qui, dans sa résolution de février 2020, a déjà dit « Français et Allemands, nous allons faire un code franco-allemand des affaires ». Moi, je m'en réjouis, évidemment, puisque c'est un projet que je porte depuis des années. On en a rêvé à plusieurs, à 2 au départ, à 5, à 10, à 100. On est nombreux aujourd'hui à en rêver, donc c'est déjà bon signe. Et ça a pris à l'échelon franco-allemand. Ce qui me fait plaisir, mais ce qui en même temps m'inquiète. Parce que si ça ne devait être que franco-allemand, ça voudrait dire que le projet tel qu'on l'a rêvé pour les Européens n'aboutira pas, parce que ce doit être quelque chose de plus large que franco-allemand. Les Français et les Allemands, me semble-t-il, doivent montrer une direction. On a parlé du couple franco-allemand,
du moteur franco-allemand, mais en aucun cas, ça doit être un club réduit à 2 membres. Sinon, ce serait contre-productif. Sinon, ça suscitera des réactions de rejet. Donc, encore une fois, et je ne veux pas être trop long, le Code européen des affaires, ce n'est pas un projet de juriste. Et ça a été dit. C'est un projet politique, c'est un projet économique, c'est un projet de civilisation culturelle. Et à un moment donné, il faudra, si l'Europe veut compter et n'être point un petit acteur sur la scène internationale où il y a de grandes régions intégrées au plan économique, qu'on le veuille ou non, et qui ont donc un marché, les États-Unis de 330 millions de personnes, la Chine de la dimension que l'on sait, il faudra faire les choses différemment. Parce que si on ne le fait pas, on sera petit et on sera de plus en plus petit et on sera de plus en plus en proie au doute sur ce que l'on est et au doute sur la direction dans laquelle on va. Donc, moi, je pense que le Code européen, ça doit être à minima une direction pour le législateur européen aujourd'hui et peut-être demain, qui sait, une consécration, s'il le veut bien, lorsqu'il aura vu que c'est possible. Mais si on commence par réfléchir aujourd'hui aux difficultés liées à l'articulation des compétences que vous évoquiez, on pose la plume, on ne fait rien et on constate juste l'absence de règles du jeu commune. Mais qui va le faire d'autre? Si on n'essaye pas de le faire, qui va le faire? Et je crois que si on ne le fait pas et si on n'essaye pas de le faire nous-mêmes, personne ne le fera pour nous. Et donc, je crois qu'il faut montrer la voie et on a confiance dans la capacité de l'Union européenne à se dire oui, c'est important, oui, c'est essentiel, oui, c'est juste, oui, c'est utile, yes, we can. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est en plein bouleversement. Donc, je pense que tout est en train de se rejouer. Donc, effectivement, on a souvent des remarques qui consistent à dire vous n'y arriverez pas, effectivement, il y a plein de traités. Mais je crois que s'il y a la volonté politique, ça se fera. Simplement, c'est à nous de convaincre nos dirigeants que c'est une voie qui est aujourd'hui indispensable. Aujourd'hui, l'Europe, il y a la pandémie qu'on est en train de traverser. Il y a des États membres qui sont au bord d'être exclus des États de droit. Aujourd'hui, l'Union européenne sait sanctionner certains pays parce qu'ils ne respectent pas les règles de l'Union européenne. Donc, je crois qu'on est en train de vivre une révolution au sein de l'Union européenne. Il faut prendre notre initiative comme une initiative citoyenne. Et je crois que tout est possible quand ça vient du citoyen et de l'entreprise en l'occurrence. Et effectivement, sur comment on va faire, quel traité, ça, à la limite, ça sera aux législateurs d'en décider. Mais je crois que quand on commence une démarche citoyenne et qu'on arrive à démontrer que c'est source de croissance économique, je ne vois pas comment les dirigeants pourraient ne pas être convaincus. Et ensuite, c'est un projet à long terme, mais qui rassemble tellement de monde qu'à un moment donné, je ne vois pas comment l'exécutif ne pourrait pas bouger les lignes. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas l'angle qu'il faut prendre. On voit la qualité de juriste en vous, mais c'est vraiment, comme disait Philippe, la nécessité à la fois économique, politique et juridique, même l'urgence de la situation, avec des nouveaux dirigeants de grands continents, de grands pays qui sont différents par rapport à avant. Donc, je veux dire, il va y avoir les présidentielles en France. Enfin, il y a vraiment des bouleversements en ce moment et je crois qu'il faut vraiment prendre en compte toute ce nouvel écosystème et ce nouvel état aujourd'hui de l'Europe. Et je pense c'est avant tout quelque chose de très pro-européen. Et on croit qu'un jour, on sera tellement dans l'urgence de réguler et de voter ces nouvelles règles qu'on fera un changement des traités s'il le faut. Voilà. Timothée, Julien, dernière remarque. Moi, je ne voudrais pas quantifier, mais juste pour dire que il est plus que temps parce qu'il me semble que l'Europe elle a croisé des chemins. Et aujourd'hui, on voit plus souvent ce qui nous sépare. C'est plus facile de voir ce qui nous sépare en Europe que ce qui nous rassemble. On s'accroche encore au couple franco-allemand. Nous, Français, on y est très attachés à ce couple franco-allemand. Il nous rassure, c'est un peu le noyau dur de l'Europe. Il n'est pas suffisant. Mais au-delà de ça, on voit surtout toutes nos différences.
Il y a eu un exploit cet été avec la reprise de la dette, ça a été quand même quelque chose d'assez extraordinaire, qui est positif, qui va nous donner de l'ambition par rapport à ça. Moi, je crois qu'il est vraiment temps il est venu le temps du bilan de ce qui nous rassemble. Et en fait, l'exercice que l'on propose, c'est exactement ça, c'est de faire le bilan de ce qui va nous rassembler, de mettre ça en commun, et puis de se dire, bah voilà, sur cette base-là, maintenant on va construire, et puis on entame l'étape 2 de l'Europe. Je pense que j'aurais probablement pas pu être aussi promoteur du Code européen des affaires il y a 10, 20 ans ou 30 ans. Je pense que peut-être que le Code européen des affaires a peut-être un temps d'avance en fait, sur la construction européenne. Culturellement, mentalement, l'Europe n'était peut-être pas prête. Je pense que c'est maintenant ou jamais. Et malheureusement, je pense aussi que si on n'y arrive pas dans les 5 ans, peut-être 10 ans, je pense que l'Europe va plus s'apparenter à un radeau de la Méduse, parce qu'on va se rendre compte qu'effectivement, on n'a pas en fait de marché commun, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, on n'a pas d'unité, que tout ça tient à quelques textes comme ça éparpillés. On va se rendre compte surtout qu'on est cerné par des zones qui, elles, ont fait ce chemin de se rassembler et de s'unifier, à commencer par les États-Unis, qui sont très puissants pour ça, à l'échelle d'un continent, commencer par la Chine, qui est très puissante pour ça à l'échelle d'un continent, et l'Inde, et maintenant l'Afrique. Donc on va être les derniers, en fait. Et en fait, ceux qui jouent sur le flou et ceux qui jouent sur la division ne sont pas les europhiles, ce sont les europhobes. Donc, il est clair, on se fait dire en aparté, il est clair qu'il y a plein de gens qui ont intérêt à ce qu'un code européen des affaires ne sorte pas. Ils ont vraiment que de très mauvaises raisons à cela. Et je pense que ce serait vraiment de nature à mettre l'Europe en danger. Alors, on peut se dire que le code européen, ce sera qu'un symbole. Moi, je préfère même me dire, allez, pourquoi pas. On se dit, c'est peut-être même qu'un truc de juriste, peu importe. Bah, ce sera peut-être un beau symbole au moins. Ce sera un symbole de construction européenne et je pense qu'il est temps d'avoir ce symbole aujourd'hui. Julien, dernier mot. Je rejoins ce qui vient d'être dit en disant que le moment est venu et que l'Union européenne était à Brexit la première puissance économique et que malheureusement elle ne l'est plus. Donc le code peut être l'opportunité pour qu'elle le redevienne. Merci à tous. Merci au public en ligne. Nous avons largement dépassé, mais bon, il faut admettre que votre question était quand même assez globale et englobante. Pour ceux qui restent avec nous, bien sûr, nous vous invitons à un petit verre pour continuer les discussions. Pour ceux qui sont en ligne, bien évidemment, donc les questions sont notées. Nous allons les traiter au plus vite dès demain. Pas d'inquiétude. Nous sommes très, très engagés sur le sujet, comme vous avez pu le comprendre. Merci à tous. Excellente soirée. À bientôt pour un autre sujet sur l'Europe, Europa Nova, et le code régulièrement, très régulièrement, les publications, les rencontres. Je vous remercie encore une fois. Très bonne soirée et bonne rentrée aussi à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous.